Bonjour tout le monde, je suis le professeur Alaour Foufi, je m'occupe du module algorithmique avancée et complexité. Aujourd'hui, ça va être le cours 04, je crois. On va parler de programmation dynamique qu'on va donner sous forme de deux cours. Donc cette semaine et probablement la semaine prochaine. Pour le contenu de ces deux cours, donc on va introduire un peu la programmation dynamique. Ensuite, on va prendre une série d'exemples à partir desquels on va apprendre comment utiliser la programmation dynamique pour résoudre des problèmes complexes. On va partir d'exemples assez simples et puis on va de plus en plus prendre des problèmes un peu plus compliqués. Le premier problème le plus simple, ça va être la suite de Fibonacci, que tout le monde connaît. Ensuite, on parlera de la multiplication d'une chaîne de matrices, comment déterminer l'ordre optimal pour multiplier une chaîne matricielle. Et dans le prochain cours, on verra la plus longue chaîne palindromique non contiguë. Donc on a déjà vu un exercice sur comment déterminer une chaîne palindromique, c'est-à-dire un palindrome contigu, c'est-à-dire les caractères sont contigus. En général, maintenant, on va dire que on va déterminer même si les caractères ne sont pas contigus. Ensuite, on prendra un problème assez important qui est le problème du sac à dos. Donc, on va résoudre avec la programmation dynamique. Et enfin, le problème du plus court chemin, un problème assez important dans la théorie des graphes et puis qui est au cœur de la programmation dynamique de Bellman. Programmation dynamique, donc au début introduite par le professeur Richard Bellman dans les années 57-58. Et Bellman, il dit la chose suivante, il explique exactement d'une façon très concise en quoi consiste la programmation dynamique. Dynamic programming amounts to breaking down an optimization problem into simpler subproblems and storing the solution to each subproblem so that each subproblem is only solved once. C'est-à-dire que la programmation dynamique consiste à diviser un problème d'optimisation en sous-problèmes, voilà, en stockant la solution pour chaque sous-problème, de telle façon que chaque sous-problème soit résolu une fois et une seule. C'est-à-dire on va stocker les résultats intermédiaires. Voilà. Le principe général de la programmation dynamique selon Bellman, il dit la chose suivante, que toute sous-politique d'une politique optimale est optimale. Si on applique ce principe au domaine des graphes, cela donne tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal. Et on va appliquer ces principes dans tout ce qu'on va faire par la suite, dans tous les exemples qu'on va prendre. C'est-à-dire on va toujours dire que si on peut concevoir des sous-problèmes qui sont optimaux, donc le problème principal sera optimal parce qu'il sera constitué de sous-problèmes qui sont eux-mêmes optimaux. C'est un peu, si vous voulez, l'idée c'est en quelque sorte c'est ça. Allez, commençons. D'abord une introduction générale. Quels sont les principes généraux de la programmation dynamique? C'est une méthode générale pour résoudre les problèmes complexes en les partageant, en les divisant en sous-problèmes plus simples. Il y a des étapes importantes qu'il faut suivre dans l'ordre, définir les sous-problèmes, obtenir la relation de récurrence à partir d'un sous-problème, reconnaître et résoudre les cas basiques, sauvegarder les résultats intermédiaires, on appelle ça la mémorisation. C'est une chose importante, ça va nous permettre d'accélérer un peu d'accélérer la vitesse d'exécution des algorithmes. Et enfin, généraliser la solution au problème initial. C'est un peu les étapes, grosso modo, qu'on va suivre pour résoudre des problèmes qui sont assez complexes et qu'on n'aurait pas pu résoudre avec un algorithme, disons, assez simple qui prendrait un temps exponentiel. La programmation dynamique va essayer de restreindre le temps d'exécution, comme on va le voir dans les exemples qui vont suivre. Alors, premier exemple assez simple, c'est la suite de Fibonacci, qui est définie par f de 0 est égal à f de 1 égale à 1,
f de n est égal à f de n moins 2 plus f de n moins 1. Ce qui donne la suite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et ainsi de suite. On prévoit ici une croissance exponentielle qu'on va trouver. Un algorithme naïf serait par exemple Fibo 1 de n. Si n est inférieur à 2, return 1, else return Fibo de n-2 plus Fibo 1 de n-1. Donc, très simple, à partir de la définition, l'algorithme il est exactement le même. La complexité de cet algorithme serait donc donnée par la relation de récurrence t de n égale à t de n moins 2 plus t de n moins 1 plus θ de 1, c'est-à-dire plus une opération qui est l'addition. Et bien sûr, t de 0 égale à t de 1 égale à 1. On peut dire à partir de cette relation de récurrence que t de n moins 1 est plus grand ou égal à t de n moins 2. Pourquoi? Tout simplement parce que t de n est une fonction croissante. C'est normal. Donc si n-1 est plus grand que n-2, ça veut dire que t de n-1 est plus grand ou égal à t de n-2. On peut dire même que c'est strictement plus grand. Donc ça veut dire que t de n est plus grand ou égal à 2 fois t de n-2. Et la solution donc donnerait θ de 2 à la puissance 1 sur 2. Ce qui est énorme puisque c'est une exponentielle. Comme on l'a prévu tout à l'heure, donc la fonction, la croissance, elle est exponentielle. Le problème de cette explosion combinatoire vient du fait que les résultats intermédiaires sont recalculés un bon nombre de fois, ce qui alourdit l'algorithme, comme il est illustré par l'arbre d'exécution de F7. Donc on suppose qu'on va exécuter F7, qu'on va trouver F7. Pour calculer F7, il faut calculer F5 et F6. Pour calculer F5, on va calculer F3 et F4. Pour calculer F3, on va calculer F1 et F2. F1, donc, c'est 1. Pour calculer F2, donc, on va calculer F0 et F1 qui sont donnés. Maintenant, pour calculer F4, il faut recalculer F2. F2, il est déjà donné. Il faut recalculer F3. F3 est déjà donné. Pour calculer F6, on va calculer F4. F4, on l'a déjà calculé. Il faut aussi calculer F5, qui est déjà calculé. Donc ça veut dire qu'il y a un bon nombre d'appels qu'il faut ignorer. Il suffit de les enregistrer et puis d'y accéder plus tard. Les nœuds de cet arbre qui sont en rouge sont des nœuds qu'on ne va pas exécuter, qu'on va juste lire. Donc on va garder les résultats intermédiaires et on ne va pas recalculer la fonction. En mémorisant les résultats partiels, on évite les redondances. Au lieu de recalculer, on mémorise. C'est ce qu'on appelle la mémorisation, ce qui va diminuer drastiquement le temps d'exécution. D'où un algorithme plus efficace. On va utiliser un cache pour stocker les résultats partiels. Donc on définit le Fibo-cache, donc c'est un dictionnaire vide selon, on va dire, le langage de programmation Python. Et Fibo2, qu'est-ce que ça va être? Si n est dans le Fibo-cache, on va le retourner, on va juste le lire. Return Fibo-cache de n. Si n est inférieur à 2, donc dans la valeur on va mettre 1. Sinon dans la valeur on va mettre Fibo2 de n-2 plus Fibo2 de n-1. Et cette valeur on va la mettre dans le Fibo-cache. Et comme ça on aura return value. Voilà. Si la valeur a été déjà calculée, donc elle est dans le cache. Donc on la retire, il suffit de la retirer. Sinon on la calcule et on la met dans le cache pour que la prochaine fois on puisse la retirer sans faire appel à la fonction. Si on regarde bien cet algorithme, il est maintenant aisé de voir que le temps d'exécution est proportionnel à n. Pourquoi? Parce que pour chaque n, f de n est calculé une seule fois, comme on peut le voir dans l'arbre d'exécution de F7. Et ça, c'est un cas général. En programmation dynamique, la complexité du problème initial est égale à la complexité d'un sous-problème que multiplie le nombre de sous-problèmes. On a toujours n multiplié par θ de... comme ici, on a θ de 1. Donc, pour calculer une exécution, on a n problème, donc ça peut être aussi n. Voilà, on vous propose donc un exercice. Exécuter les deux algorithmes Fibo 1 et Fibo 2.
pour des valeurs de n allant de 20 à 100 et estimer le temps d'exécution en utilisant la commande, c'est-à-dire en estimant le temps d'exécution des deux algorithmes pour chaque n. Et on va voir que l'algorithme Fibo 2 de n est très rapide par rapport à Fibo 1 qui va prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc si vous voulez vérifier que la mémorisation marche, donc je vous invite à exécuter ces deux algorithmes. Voilà, on va passer directement au deuxième exemple, qui est la multiplication du chaîne de matrices. Le problème est le suivant. On a une chaîne A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN, où les AI sont des matrices. On voudrait déterminer un ordre optimal en nombre d'opérations pour effectuer cette multiplication. Exemple, si on prend un petit exemple, donc si on prend le produit M égale M1 par M2 par M3 par M4, où les dimensions des matrices sont respectivement 10 fois 20 pour M1, c'est-à-dire 10 lignes, 20 colonnes, 20 lignes, 50 colonnes pour M2, et ainsi de suite. Maintenant, on peut évaluer ce produit de différentes façons. Si on évalue le produit M dans l'ordre M1 que multiplie M2 que multiplie M3 que multiplie M4, donc on donne ici la priorité aux parenthèses. Ça veut dire qu'on va d'abord multiplier M3 par M4, puis on va multiplier par M2, puis le tout par M1. Le nombre d'opérations serait 5000 plus 20 fois 50 fois 100 plus 10 fois 20 fois 100, et on va trouver 125 000 opérations. Donc je vous invite à vérifier que ce produit est correct. Par contre, si on évalue le produit selon l'ordre M1 fois M2 fois M3 fois M4, c'est-à-dire on évalue d'abord M2 par M3, ensuite on multiplie par M1 et enfin on multiplie par M4. Le nombre d'opérations serait 2200 opérations, ce qui est très inférieur par rapport à 125 000. Donc on a intérêt, cet exemple prouve qu'on gagnerait un nombre d'opérations si on arrive à identifier l'ordre optimal d'évaluation du sous-produit. C'est le problème ici qu'on pose. Déterminer un ordre optimal en nombre d'opérations pour effectuer cette multiplication. C'est-à-dire dans quel ordre effectuer les sous-produits matriciels. Alors, la première tâche en programmation dynamique consiste à identifier les sous-problèmes qui nous mèneraient vers la solution générale. Donc, on va identifier un sous-problème, on va essayer de le résoudre, trouver la relation de référence, et puis on va généraliser pour le problème initial. Les sous-problèmes, c'est quoi? Puisqu'on a une chaîne de caractères, donc un sous-problème, ça va être une sous-chaîne. AI multiplié par AI plus 1 jusqu'à AJ. Pour I et J compris entre I et N, c'est-à-dire une sous-chaîne de la chaîne matricielle. Maintenant, on va poser C de IJ, c'est le nombre d'opérations minimales pour effectuer le produit AI multiplié par AI plus 1 jusqu'à AJ. La taille de ces sous-problèmes, c'est quoi? C'est J moins I, c'est la valeur absolue de J moins I, donc θ de N2, puisque IJ il varie de 1 jusqu'à N. La deuxième tâche maintenant, le deuxième problème, serait de deviner un peu quelle est la dernière opération qu'on a fait sur ce sous-problème. Ben, sûrement que la dernière opération, c'est pour un certain cas, tel que, c'est-à-dire on a multiplié AI par AI plus 1 jusqu'à AK, voilà, par un deuxième produit qui va de AK plus 1 jusqu'à AJ. C'est sûr, puisque pour trouver ce produit, le produit de cette sous-chaîne, donc sûrement qu'on a fait une dernière opération. La dernière opération, c'est pour un certain cas. Et justement, c'est ce cas qu'on va essayer de déterminer. En supposant que chaque matrice AI est de dimension MI-1 MI, la dernière opération serait de l'ordre de MI-1 fois MK fois MJ. Car la dimension de la matrice AI jusqu'à AK, c'est MI-1 MK. Et celle de AK plus 1 jusqu'à AJ, c'est MK, MJ. Donc le produit matriciel, ça va être MI-1, le nombre d'opérations, MI-1 par MK par MJ. On peut donc généralement, généraliser en disant que donc CI est égal à 0, bien sûr, ce qui est égal à J,
Et CIJ, c'est le minimum de CIK, c'est-à-dire c'est le nombre d'opérations qu'on fait pour le produit de I jusqu'à K, plus le nombre d'opérations qu'on fait pour K plus 1 jusqu'à C, plus le nombre d'opérations pour multiplier ces sous-produits, plus donc MI moins 1, MK, MJ, pour K allant de I jusqu'à J, inférieur à J. En effet, CIK, c'est quoi? C'est le nombre d'opérations pour effectuer le produit P1. AI plus 1 jusqu'à K. CK plus 1J, c'est le nombre d'opérations pour effectuer le produit P2. AK plus 1 jusqu'à AJ. Et bien sûr, MI moins 1, MK, MJ, c'est le nombre d'opérations qu'on exécute pour avoir enfin le produit P1 fois P2. C'est-à-dire pour trouver le résultat général. Voilà, c'est-à-dire à partir maintenant d'une sous-chaîne, à partir d'un sous-problème, on a trouvé la solution générale. Maintenant, on n'a plus qu'à généraliser. Voilà notre récurrence qu'on va utiliser pour la solution du problème initial. Il suffit d'évaluer C de 1n, puisque la chaîne principale, c'est A1 jusqu'à AN. Et chaque fois, bien sûr, qu'on détermine le nombre K, c'est là, justement, là où il faut couper, c'est-à-dire là où il faut mettre les parenthèses. Dans cet algorithme, c'est l'endroit où on place les parenthèses pour effectuer un produit partiel. Quelle est la complexité de cet algorithme? La complexité de cet algorithme, c'est égal au nombre de sous-problèmes par le nombre d'opérations que prend chaque sous-problème. Le nombre de sous-problèmes, c'est le nombre de sous-chaînes dans une chaîne. Donc c'est N2. Si la chaîne est d'ordre N. Le nombre d'opérations maintenant pour chaque sous-problème, c'est N. Donc on va trouver θ de N est égal à θ de N3. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Je vous propose donc de poursuivre la solution du problème donné en exemple sur le produit M qui est égal à M1, M2, M3, M4, où les dimensions de matrice sont données. Ce qu'il faut faire, c'est déterminer l'ordre optimal d'évaluation de ce produit. C'est-à-dire comment évaluer là où il faut mettre les parenthèses pour... Il s'agit bien sûr de remplir la matrice CIJ pour en tirer C14. C14, ça va être le nombre d'opérations qu'on fait pour évaluer le produit M, qui est égal à M1, M2, M3, M4. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans le prochain cours, on verra les trois autres exemples, qui est la chaîne palindromique non contiguë, le problème du sac à dos et le plus court chemin dans les graphes. Je vous remercie de votre attention.